Alors, quelles sont les conséquences de ces chocs pétroliers? Alors, les déséquilibres, d'abord, évidemment, qu'on doit à nouveau mentionner, le ralentissement de la croissance. Depuis lors, la croissance est extrêmement faible. On n'avait jamais vu ça quand dans les années 74, 75, 76, on a des croissances à 0,5%. On vient de taux de croissance de 5-6%, si vous voulez. Donc un ralentissement extrêmement important de la croissance. Par contre, entre les deux chocs pétroliers, on va avoir une certaine reprise. D'ailleurs, les économistes, qui sont parfois des gens extrêmement optimistes, apparemment, croyaient que finalement, voilà, c'était un petit épisode, ça avait duré 2 ans, ça nous avait perturbé, et l'économie mondiale reprenait son cap et sa route, et un retour vers une croissance soutenue. Et en fait, on va voir que 2 ans plus tard, le deuxième choc pétrolier va se manifester. Alors ça veut dire que commence à apparaître quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est l'instabilité de la croissance. À partir des chocs pétroliers, je ne dis pas que c'est à cause des chocs pétroliers, mais c'est probablement une des conséquences indirectes, eh bien on va voir que les systèmes économiques sont de plus en plus irréguliers. C'est-à-dire qu'on va passer de périodes de croissance relativement soutenues à des croissances très faibles, voire à des récessions, et toute l'histoire, en gros, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, en Occident, c'est ça. Une croissance assez faible, mais en même temps assez irrégulière. Alors, voilà quelques chiffres sur cette croissance des 5 principaux pays de l'OCDE. Des 5 pays de l'OCDE, à cette époque-là, il n'était que 5, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Canada. C'était les 5 pays membres de l'OCDE. Alors, 6%, voilà, c'est la fin des 30 Glorieuses. Le choc pétrolier n'a lieu qu'en septembre. Donc le temps qu'il se diffuse, il y avait quelques réserves. En fait, ça y est, on est en 74. 74, oui, ça y est, 0,6%, c'est-à-dire 10 fois moins en taux de croissance. 75, récession, moins 0,4%, récession donc de la moyenne des 5. Donc récession du monde occidental. Et puis, 76, tout repart, 4,7, 78, 4,3, et 80, patatrac, deuxième choc pétrolier, 1,1. Et ça va revenir en 81, rechute en 82. Et là, à partir de là, on va connaître une grande irrégularité des taux de croissance, comme je vous le disais précédemment. Alors l'inflation, l'inflation, ce n'est pas de la petite inflation à 2-3% qui inquiète aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. C'est une inflation qui est comprise pour la moyenne de nos 5 pays de l'OCDE, entre 73 et 80, donc sur une moyenne assez longue, entre 7,5 et 11,5%. Donc c'est terrible. Ça modifie considérablement la répartition des revenus. Ça favorise les gens qui ont des revenus variables. Ça défavorise les revenus fixes et notamment les retraités, qui ne voient pas leur pension nécessairement toujours indexée sur l'inflation. Par contre, ça favorise les ménages qui s'endettent, puisque chaque année, en fait, quand vous avez plus de 10% d'inflation, eh bien c'est comme si vous aviez 10% en moins à rembourser. Et donc, il y a des gens qui ont acheté des appartements dans les années 70 avec des crédits sur 15 ans, et les dernières années, ils ne remboursaient quasiment plus rien. La somme qu'ils remboursaient était ridicule par rapport à leurs revenus. Tout ça grâce à l'inflation. Donc ça fait des heureux. Là, je vous ai parlé d'un cas de ménage heureux de l'inflation, mais ça fait aussi beaucoup de perdants, l'inflation. En tous les cas, ça engendre des déséquilibres dans le système économique, puisque ça change les règles de répartition des revenus. Alors on va avoir, c'est pour ça notamment en France que l'inflation finalement ne va être vaincue, pour ainsi dire, qu'au milieu des années 90. C'est-à-dire qu'on va connaître en France quasiment 20 ans d'hyperinflation, on pourrait même dire de surinflation, parce que
beaucoup plus importante que celle de nos grands partenaires économiques. Pourquoi a-t-on ça en France particulièrement? Parce que nous avons eu la spirale inflationniste prix-salaire. Quelle est l'idée? Les prix augmentent, les salariés, via leur représentation syndicale et un certain rapport de force qui existe avec le monde patronal, exigent une augmentation de leur rémunération pour rattraper ce qu'ils ont perdu sur l'inflation. Ce faisant, les coûts des entreprises augmentent, dérapent, et les entreprises n'ont d'autre choix que de répercuter à nouveau cette hausse des coûts du travail dans le prix des produits. Nouvelle vague d'inflation, les salariés redemandent une indexation de leur salaire sur les prix, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle donc une spirale inflationniste. Il n'y a aucune raison que le mécanisme s'arrête, sauf le courage d'un gouvernant, ce qui était fait, de dire c'est terminé, on n'indexe plus systématiquement les salaires sur l'inflation. Mais ça a duré extrêmement longtemps pour qu'on arrive à cela dans notre pays, ce qui explique pourquoi l'inflation a été si longue à maîtriser et si importante par rapport à celle de nos grands voisins. Donc, spirale inflationniste, prix-salaire, tout au long de cette période. Le déséquilibre commercial. Alors, tout l'Occident, il n'y a pas que la France qui va subir ce déséquilibre commercial. 8 milliards de dollars pour les 5 premières puissances en 1979. Alors, ça ne paraît pas beaucoup aujourd'hui, 8 milliards de dollars. Mais à l'époque, c'était déjà un chiffre assez conséquent. Et pour les États-Unis, 27 milliards de déficit. Donc, les autres rattrapent plutôt le déficit américain. Donc, les Américains ont vraiment connu un déficit commercial record. Ceci étant dit, le déficit commercial américain, il remonte au début des années 60. On le verra, c'est une des grandes causes de la faillite du système monétaire international, que cette persistance du déficit commercial américain. En tous les cas, là, il va exploser avec la facture pétrolière. Le chômage de masse, eh bien, quelques indicateurs. 4 à 6% de la population active des pays de l'OCDE en 76, entre 76 et 80. Et puis, après les années 80, alors certains pays vont revenir sur un schéma plus équilibré, en gros les pays anglo-saxons, et puis d'autres pays comme le nôtre, eh bien, vont voir encore le chômage s'aggraver, puisque, me semble-t-il, qu'on doit avoir le triste record pour notre pays, un taux de chômage de 12,6%. Ça doit être en 93, entre 93 et 96 en tous les cas. Ça, c'est notre record historique. Mais d'autres font mieux, puisque les Espagnols, il n'y a pas si longtemps, étaient à 20% de chômeurs. Donc ce sont aussi des taux qui peuvent être très largement supérieurs. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment ça détonne vraiment par rapport au plein emploi et au taux de chômage inférieur à 2-3% qu'on a connu tout au long des 30 Glorieuses. Donc entre 8 et 10% sur la période 80-90, on voit qu'il y a une montée de ce déséquilibre. Alors, multiplication des difficultés des faillites d'entreprise. D'ailleurs, c'est très lié avec le phénomène du chômage. Les entreprises sont plus compétitives, sont beaucoup moins compétitives à cause de la hausse du prix des carburants. Il y a cette nouvelle concurrence internationale qui se fait jour dans un certain nombre de secteurs. Et puis, en période de difficultés économiques, les grandes entreprises sont très agressives sur les marchés étrangers. Et nos entreprises sont laminées par la concurrence. C'est à cette époque-là qu'on va fermer les mines, les complexes sidérurgiques, les chantiers navals. Enfin, il y a tout un tas d'activités qui n'existent plus aujourd'hui, quasiment plus dans notre pays, et dont la disparition date de cette époque-là, malgré le fait que l'État, pendant longtemps, trop longtemps probablement, a essayé de les soutenir, de les subventionner, de les renflouer, via parfois la nationalisation, mais inexorablement, ces activités ont disparu et ont été prises en charge par d'autres nations qui possédaient des avantages compétitifs bien plus importants que les nôtres. Donc c'est à cette époque-là que les entreprises ont eu vraiment des difficultés. Elles ont appris la gestion. Les entreprises ne géraient pas ou très très mal jusque dans les années 70. Les années 70 pour les entreprises, c'est les années où on apprend la gestion, où on gère, où on calcule, où on fait des tableaux de bord, on suit la situation, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Et on le fait parce que tout est devenu beaucoup plus difficile.
Donc on suit de très très près l'évolution, la situation financière des entreprises. Alors les moteurs de la croissance sont en panne pendant ces chocs pétroliers. Il faut bien expliquer la faiblesse des taux de croissance par cela. D'abord la consommation finale des ménages, qui baisse ou ralentit sa progression. Plusieurs facteurs, je vous ai expliqué tout à l'heure. Saturation de la norme de consommation, d'une part. Tant qu'on n'est pas capable de proposer aux consommateurs des biens satisfaisants, il y a un certain relâchement du comportement de consommation. Vient s'ajouter à cela, je vous l'ai dit aussi, une baisse du pouvoir d'achat. Donc, évidemment, ça va peser sur le volume de la consommation. Et donc, ce principal moteur, je vous rappelle qu'en France, c'est 60% de l'activité économique qui passe dans la consommation. Et donc, quand ce moteur tombe en panne ou ralentit, eh bien, dans un pays comme le nôtre, ça fait très très mal au chiffre de la croissance. C'est nettement moins vrai pour des pays comme l'Allemagne où la consommation finale ne dépasse pas 40% du PIB. Mais pour nous, c'est quelque chose de très important. Alors, on est d'ailleurs un exemple à ce niveau-là, parce que c'est vrai que notre consommation des ménages dans ces années de choc pétrolier, elle a ralenti dans sa progression, mais elle n'a jamais flanché. On est un pays où même quand il y a une crise extrêmement aiguë, le consommateur continue quand même à consommer. Alors, la progression parfois est faible, mais on ne connaît pas, sur une année par exemple, une baisse de la consommation. Enfin, c'est extrêmement rare. Mais on est plutôt une exception dans le monde développé. Souvent, quand on le voit là pour la crise de 2008 par exemple, suite à la crise financière de 2008, la récession a provoqué dans un certain nombre de pays un effondrement de la consommation finale des ménages. Nous, elle n'a pas progressé en 2009, mais elle n'a pas baissé. Et puis, en 2010, elle est repartie tout doucettement. Donc c'est une particularité française, d'abord que la puissance de ce moteur de la consommation, et deuxièmement, que ce moteur est extrêmement solide, même en période de crise économique. Mais ce qui est vrai chez nous ne l'est pas partout ailleurs. Chute de l'investissement, ça aussi c'est un vrai mal français. Par contre, ça c'est un moteur qu'on a toujours beaucoup de mal à relancer, c'est-à-dire qu'on a une tendance à la faiblesse de l'investissement dans notre pays par rapport à nos homologues commerciaux, si vous voulez. Donc cette chute de l'investissement, évidemment, je vous ai parlé de faillite d'entreprise, je vous ai parlé de concurrence internationale extrêmement agressive, je vous ai parlé de ralentissement de la demande. L'époque n'est pas à l'investissement des entreprises. Donc ce deuxième moteur de la croissance, bien moins important, c'est 20%, ce deuxième moteur de la croissance est bien ralenti dangereusement. Enfin, troisième moteur, l'exportation. Difficulté à l'exportation. Alors à l'exception des deux grandes nations exportatrices, il y a deux grandes nations exportatrices sur cette planète, avant l'arrivée de la Chine. Ce sont les Japonais et les Allemands, qui ont des taux d'exportation totalement hallucinants par rapport aux autres grands pays développés. C'est le principal moteur de la croissance allemande, ce sont les exportations. Alors, difficulté à l'exportation, comme tout le monde subit le choc pétrolier, il y a une sorte de contraction de la demande mondiale. Il y a moins de pouvoir d'achat, donc c'est partout que les dépenses diminuent. Donc ça rejaillit nécessairement sur le commerce international. Il est beaucoup plus difficile de vendre qu'auparavant. L'influence aussi des parts de marché qui sont prises progressivement, d'une part par les Japonais, et puis, dans un deuxième temps, arrivent des produits d'un autre groupe de pays asiatiques qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés. Il ne faut plus les appeler comme ça, parce que c'est quand même une histoire qui date de plus de 30 ans. Ces nouveaux pays industrialisés, qu'on a appelés d'abord les 4 dragons, qui vont être suivis par d'autres groupes de pays. Ces 4 dragons, c'est Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud et Taïwan. Donc, en fait, il n'y a qu'un seul véritable pays là-dedans. Les autres, ce sont des cités-États. C'est la Corée du Sud. Je vous rappelle quand même que la Corée du Sud, dans les années 60, est un pays en développement. Et qu'en 2010, elle est devant la France en termes d'indice de développement humain. Donc c'est un pays qui s'est développé à une vitesse extraordinaire. C'est
là aussi, c'est très révélateur du modèle de développement asiatique. Et bien, s'ils se sont développés aussi vite, les Sud-Coréens, c'est qu'ils ont su effectivement très vite s'insérer dans le commerce international et prendre des parts de marché incroyables dans tout un tas de secteurs d'activité. Tout ça, évidemment, ça va peser sur les entreprises françaises, sur leur santé, et puis ça va peser aussi sur notre commerce extérieur. Donc, nouvelle concurrence asiatique pour l'essentiel. Et puis, on oublie souvent, ce qui pénalise aussi les échanges à cette époque-là, c'est tout simplement l'augmentation des coûts de transport. Tout d'un coup, faire venir un produit de l'autre bout du monde, eh bien, ça coûte extrêmement cher puisque le prix du carburant était multiplié par 5. Donc, ce qu'il était rentable ou valable d'acheter à l'étranger parce que fabriqué moins cher, une fois qu'on ajoute les coûts de transport très importants, eh bien, ça ne devient plus intéressant. Et donc, naturellement, on va préférer fabriquer sur place ou à proximité. Voilà. Donc, ce phénomène du gonflement des coûts de transport est quelque chose d'extrêmement important. De la même manière qu'on expliquera l'essor et la dynamique du commerce international par, ensuite, la tendance longue à la diminution sans cesse du coût de transport. La tonne de marchandises, ça coûte de moins en moins cher à transporter grâce à la modernisation des moyens de transport, des infrastructures portuaires, etc. Mais ça marche aussi en sens inverse. Au total, on a une crise industrielle renforcée. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le choc de 1973, pour nous, il annonce une mutation économique considérable dans notre pays. Et la crise industrielle que l'on va connaître dans bien des endroits de notre système, eh bien, va nous forcer à nous moderniser, à nous restructurer. Et la fin des années 70 et la première partie des années 80 est très probablement sous le signe de ces restructurations, de cette modernisation qui va se payer en centaines de milliers d'emplois perdus quand même. Donc notre système productif n'est plus adapté à la concurrence, n'est plus adapté au goût des consommateurs, n'est plus adapté au futur, et donc il va falloir qu'on fasse un effort extrêmement violent d'ajustement. Au final, donc, c'est une crise économique inédite. Pourquoi ? Parce que cohabitent ensemble trois mots qui, normalement, devraient apparaître séparément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, la théorie économique prétend qu'on ne peut pas connaître en même temps inflation et chômage. Puisque ce sont deux déséquilibres économiques qui, normalement, caractérisent les deux phases distinctes d'un cycle économique. Donc on ne peut pas être dans une phase de récession et d'expansion en même temps. Donc normalement, on ne doit pas pouvoir connaître inflation et chômage. Et bien là, il y a inflation et chômage dans une atmosphère de récession, c'est-à-dire qu'en plus, la croissance est lente, voire il n'y a pas de croissance du tout. Cette nouvelle réalité, ça s'appelle la stagflation. Donc vous devez connaître ce terme. La stagflation, c'est effectivement la conjonction d'une récession économique, d'un taux d'inflation important et d'un niveau de chômage important. Face à cette crise inédite, qui va laisser perplexe beaucoup d'économistes, eh bien, on va s'apercevoir que les politiques économiques qui vont être développées par les uns les autres, alors certains vont jouer le jeu des politiques libérales, des politiques rigoureuses, de gestion rigoureuse, très libérale, et d'autres, au contraire, vont s'inspirer des recettes keynésiennes pour essayer d'améliorer la situation, avec des politiques de relance. Quelles que soient les politiques menées, à cette époque, elles ont été en grande partie inefficaces. Donc, la science économique est en panne de théories et de modèles pour comprendre la crise et pour fournir au gouvernement les instruments de politique économique efficace. C'est une véritable crise de la pensée économique à cette époque. C'est notamment la courbe de Phillips qui n'est plus du tout visible dans les statistiques. Alors il faut que je vous dise quand même deux mots sur la courbe de Phillips. C'est un instrument très connu en économie. Donc la courbe de Phillips, elle met en rapport le niveau des salaires et le taux de chômage. Et en fait, derrière le niveau des salaires, on peut dire que se trouve le niveau des prix. Donc, sur cet axe des ordonnées, plutôt que niveau des salaires, on pourrait mettre niveau de l'inflation.
Donc ça met en rapport le taux de chômage et l'inflation. Et on voit bien, sur une courbe de Phillips qui a été constatée tout au long du XXe siècle, on voit bien que quand l'inflation est élevée, c'est-à-dire en haut de la courbe à gauche, quand l'inflation est élevée, eh bien, le taux de chômage est bas. Et à l'inverse, quand le taux de chômage est élevé, eh bien, l'inflation est basse. Voilà. Et c'est ce que disait la théorie, et c'est ce qu'on rencontrait dans la réalité. C'est-à-dire que là, encore une fois, l'analyse du XXe siècle, la situation macroéconomique du XXe siècle, eh bien, montre cela. La crise de 29, quand il y a un chômage de masse, il n'y a pas augmentation des prix, il y a au contraire déflation extrêmement importante. Et là, on est dans une situation totalement inédite. Il existe des représentations de la courbe de Phillips pendant ces années de stagflation, et c'est des nœuds qui s'entortillent les uns sur les autres quand on relie les points, et ça ressemble absolument plus à cette très belle courbe que vous avez devant les yeux.